Ravi de vous avoir aujourd'hui sur la scène du Startup Loft pour cette session. Conseil de CTO et si c'était à refaire. On parle souvent des succès, notamment ceux des deux CTO que j'accompagne aujourd'hui, qui sont avec moi aujourd'hui. Merci Harry, merci David. Je vais vous présenter dans quelques secondes. Mais avant ça, je voudrais revenir sur les deux entreprises que vous représentez, donc Dalma et With the New, peut-être que vous connaissez. Dalma, donc assurance de santé pour les chiens et chats, qui a conquis plus de 40 000 clients amoureux des animaux en 2 ans seulement. Et de l'autre côté, With the New, plateforme de référence de sneakers en édition illimitée et de streetwear, qui en 4 ans a atteint 100 millions de chiffre d'affaires. C'est des jolis chiffres, n'est-ce pas? Maintenant, j'aimerais bien qu'on aille plus loin de ce succès apparent. Et l'objectif de cette session, en fait, c'est de revenir sur le parcours de ces deux CTO. Donc, d'un côté, un cofondateur et CTO qui était là depuis les tout premiers jours. Et de l'autre côté, donc, l'aventure de David qui lui a rejoint, en fait, deux passionnés de sneakers, 2 ans après leur création. Et du coup, aujourd'hui, je te propose de commencer par toi, Ouais. Harry. Ouais. Quand tu as commencé Telma, c'était un peu une traversée au solitaire au tout début. Tu as commencé un peu tout seul avec une équipe réduite. Est-ce que tu peux revenir sur les débuts? Tout à fait. Vous m'entendez? Ça marche. Génial. Donc, Dalma, ce sont de très beaux chiffres. Dalma, c'est une entreprise dans l'assurance santé des animaux qui a un peu plus de 2 ans. 60 collaborateurs, 40 000 clients, c'est très beau. Mais il y a 2 ans, on était 3 associés. On a réussi à convaincre des investisseurs de financer un projet. On leur a promis, on va créer une assurance from scratch en 3 mois. La roadmap pour créer une assurance, c'est 2 ans. Roadmap basique, c'est 2 ans, mais on a dit on va le faire en 3 mois. Pourquoi? Parce que, sachant que l'équipe tech, c'était 2 personnes, un front et moi. Pourquoi? Parce que je me dis, j'ai un background en product management, donc je sais prioriser, je sais versionner, je suis un geek, je connais la tech, j'ai travaillé dans le conseil avec des juristes, avec des auditeurs, donc je connais à peu près les aspects réglementaires. Et mon aventure juste avant, c'était, j'étais l'un des premiers développeurs d'une startup dans l'assurance, donc je connais l'assurance. C'est bon, en 3 mois, je vais pas tout faire une roadmap de 2 ans en 3 mois, mais je connais suffisamment de raccourcis pour pouvoir avoir un produit qui peut se vendre en 3 mois. Donc, il y a 3 mois, il y a 2 ans, justement, l'objectif, c'est comment, et maintenant le gros challenge du début, c'est comment est-ce que je peux faire tenir une roadmap de 2 ans en 3 mois. Donc, il faut prendre beaucoup de raccourcis, il faut prendre beaucoup de risques, il faut prendre beaucoup de chemins. Aujourd'hui, des personnes, ils vont se dire, c'est absurde, c'est des choix d'architecture qui sont absurdes, mais ça nous a permis de vendre et de pouvoir dormir de l'esprit tranquille avec l'architecture de Dalma. Et justement, la première ligne de code, c'était en janvier 2021. Et je sais qu'une des erreurs récurrentes des CTO en général, en fait, c'est l'over-engineering. C'est trop développer avant de tester le business. Toi, ça te parle justement, ça, ce sujet-là? Oui, parce que pourquoi on se met dans aussi le challenge de 3 mois, c'est qu'on va se prendre plusieurs claques dans la vie dans la création d'un projet. Donc 3 mois, c'est bon, je suis confiant, je vais pouvoir le faire. Sauf que la première claque que je me prends, c'est 1 mois et demi après. Je me rends compte qu'on n'a pas de spec, les specs ont changé, le porteur de risque il change toute son infrastructure, toutes ses API, il faut le faire. Les specs métiers, on décide d'internaliser beaucoup de trucs, il faut changer. Est-ce qu'on décale en fait la sortie? Bah non, parce que si on décale la sortie, on paye des salaires, on a des salariés, donc on ne peut pas la déplacer la sortie. On est obligé de livrer un produit, donc il faut prendre beaucoup de risques et il faut pouvoir tenir les délais. Et c'est pour cela que l'over-engineering, on doit maintenant justement réfléchir à, il ne faut pas trop réfléchir sur qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois faire bien. Il faut prendre des raccourcis. L'un des raccourcis que j'ai pris le plus, que je raconte dans mon entreprise, c'est la CI/CD. Pendant 1 an, je n'avais pas de CI/CD. J'avais un environnement de dev, un environnement de prod. Je faisais du copier-coller. Je le mettais en prod. Et s'il y a des entrepreneurs dans la salle, on finit très souvent, on code directement en prod. Parce qu'on n'a pas le temps. La roadmap, elle est passée de 2 ans en 3 mois, en 3 ans. Faut aller vite. J'ai 10 personnes dans l'entreprise qui sont derrière mon dos en me disant quand est-ce qu'on sort, quand est-ce qu'on va en production, parce qu'on doit vendre l'entreprise. C'est le business qui paye les salaires. Donc la tech est au service du business. Voilà, le sujet, en fait, au début, souvent, c'est d'aller tester le business, construire le MVP, attirer des nouveaux clients. Vous êtes allé très vite, en fait. Vous êtes passé de 0 à 40 000 clients en même pas 2 ans. Il y a des cas raccourcis que tu as pris au-delà de la CI/CD, ce qui peut étonner pas mal d'entre vous, hein, que j'imagine. Est-ce qu'il y a d'autres raccourcis, selon toi, que tu as appris, qui étaient peut-être des erreurs avec du recul ou en fait, des chances, finalement? Bah, il y a énormément de raccourcis. Si je commence à raconter, on n'aura pas le temps. Mais on va dire peut-être les erreurs. Il y a l'une des plus grosses bourdes. Bon, bien sûr, quand on développe en production, c'est de pousser du code qu'on ne teste pas.
Donc une fois, j'entre en réunion. Je me dis en pleine réunion, je je vais lancer une fonctionnalité. Je modifie le code, j'appuie sur deploy. Et maintenant, c'est facile avec les lambda. On a l'interface, on a un gros bouton deploy, gros rouge, ne pas appuyer dessus. Et c'est là où on appuie, on se dit, je suis tellement confiant de mon code, j'appuie, je mets en prod et je ferme mon ordinateur. Je pars en réunion, 2 heures, j'ai toute l'équipe, personne ne sait que j'ai mis en prod, on n'arrive plus à vendre, tout le monde est en panique totale. Et je sors de réunion, je vois tout le monde qui me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et le problème, c'était juste une indentation en Python, que j'avais fait un mauvais copier-coller, tout simplement. À ne pas reproduire à 2 ans d'existence, peut-être. On va en reparler d'ailleurs, David. Justement, souvent, c'est un peu difficile de commencer à construire une infrastructure, qu'on ait les compétences ou qu'on l'ait pas, que ce soit sur AWS et que ça le soit pas. Toi, c'est quoi la stack technique finalement que tu as choisi pour te lancer, toujours pour toi, Harry, pour le coup. Comment tu as commencé pour aller vite, en fait, chercher de la vélocité? Un des avantages d'AWS, on est en full serverless, on utilise plus de 30 services d'Amazon. La particularité finalement chez moi, c'est que le code, il doit être très court. On n'a aucun fichier de ligne de code qui dépasse plus de 100 lignes. C'est vraiment segmenté en forme de Lego, de telle manière que le code, j'ai pris beaucoup de raccourcis, mais si quelqu'un doit le reprendre, il faut juste changer le bloc. On n'a pas besoin de refactorer le code. Il ne faut même pas refactorer le code. Comprenez la logique métier, remplacez le système et vous pouvez le prendre. Et en fait, AWS a énormément de services qui répondent à nos besoins fonctionnels. Il faut les trouver, il faut lire de la documentation. Donc on utilise par exemple pour les services synchrones parce qu'on est sur de l'assurance, on a besoin de temps réel, c'est API Gateway, on a des lambda derrière. Et tout ce qui est asynchrone, en réalité, dès qu'on comprend notre business, on sait où il faut du temps réel et où il ne le faut pas. Dans tout ce qui est asynchrone, on se base sur des step functions. Pas parce qu'on veut maintenant, on est sur de la technique, mais parce qu'on est sur du réglementaire. Donc tout ce qui va être auditabilité, tout ce qui est regard des step machines, en fait, c'est très visuel. On peut avoir des logs et on peut remplacer, on peut orchestrer facilement plusieurs autres services, sachant qu'on garde la logique métier, mais la tech derrière, on peut la remplacer très facilement. Et ça, c'est le serverless finalement qui t'a permis de garder cette agilité. Exactement. C'est super intéressant. Et justement, si on parle de toi, David, c'est un peu différent. C'est pas du tout la même situation. Toi, tu avais rejoint With the New après 2 ans de création. Peut-être première question, est-ce qu'il y avait un CTO avant toi? Et deuxième question, est-ce qu'il y avait déjà du trafic et des clients quand tu es arrivé? Alors oui, il y avait déjà, je ne sais pas si vous m'entendez. Plus fort. Ça doit être bon maintenant. Bonjour à tous. Alors oui, moi je suis arrivé dans l'entreprise à peu près au stade, après les stades que toi tu décrivais, Harry, où on avait déjà beaucoup de business. Ça devait faire à peu près 15 millions d'euros, si j'ai bonne mémoire, l'année juste après que je sois arrivé, juste avant, pardon. Donc beaucoup de business, beaucoup de clients. Et pour les gens parmi vous qui être passés chez un e-commerçant, il faut que le service soit up tout le temps. C'est des métiers sur lesquels il y a tellement peu de marge et un risque important qu'on ne pouvait plus appliquer cette stratégie qu'on avait appliquée quelques années avant avec des choses très simples et très efficaces pour aller très vite en prod. Donc moi, quand je suis arrivé, le challenge, c'était de constituer une équipe et de constituer un stack complètement nouveau parce qu'on était arrivé un peu au bout du modèle de ce qui avait été construit sur les 2 premières années de la boîte, qui était basé sur Shopify, qui est notre plateforme de commerce électronique et qui l'est toujours aujourd'hui, et à l'époque sur un Google Sheet. Donc compliqué. Ça tenait encore à peu près comme il faut, mais moi, ma mission numéro 1 en tant que CTO, alors pour la petite histoire, je suis arrivé à peu près en même temps que la série A de financement, qui a permis de commencer à développer vraiment l'entreprise. Et on a remis d'équerre un stack complet qui était un peu réparti chez plusieurs acteurs du cloud, mais pas chez AWS. Et on a tout migré vers AWS à l'aide d'un partenaire en quelques semaines. Justement, c'est super intéressant que tu parles des partenaires. Souvent, il y a ce dilemme assez récurrent pour les CTO. Est-ce que j'externalise? Est-ce que j'internalise? Est-ce que je perds le savoir en externalisant? Est-ce que je le garde? C'était quoi ton expérience, justement, toi, qui, à la fin, c'était pas votre métier, comme tu le disais? Déjà, si tu peux rappeler ton métier et ensuite, oui, pourquoi un partenaire? Notre métier chez With the New, en tant que start-up, c'est d'organiser le marché de la revente de sneakers. On n'en a pas parlé, mais c'est ça notre métier. Vous voulez acheter une paire de chaussures rares que vous n'arrivez pas à trouver, on organise ce second marché-là. Ça a un succès incroyable et on est très fiers de ça, mais la valeur ajoutée de With the New, ce n'est pas la plateforme de commerce électronique, c'est tout ce qu'il y a derrière pour s'approvisionner, pour trouver ses produits, pour les acheter, pour les authentifier et les réexpédier. Donc on a focalisé nos efforts là-dessus et lorsqu'il s'est agi de migrer tout notre stack chez AWS en l'occurrence, on s'est appuyé sur un partenaire. Le but du jeu, c'était pas de perdre une connaissance ou de se tirer une balle dans le pied sur des connaissances cloud diverses. On n'en avait pas.
Moi, j'étais en train de construire l'équipe. J'avais personne qui avait de près ou de loin une casquette DevOps ou une casquette infra, opération, etc. Je n'avais pas cette personne. Donc, j'avais des recrutements en cours et en même temps, on a travaillé avec un partenaire qu'on a choisi de manière très précautionneuse pour que ce partenaire-là nous ressemble. Je m'explique, le partenaire en question, on devait juste avoir une échelle de temps qui soit compatible. C'est aussi une start-up, c'est des gens avec qui on a travaillé en agilité du premier jour. Donc, il n'y avait pas le risque dont tu parlais, Joyce, sur l'effet tunnel de j'ai un cahier des charges qui est forcément bancal parce que je ne sais pas exactement ce que je veux et je vais récupérer un produit construit parmi 53 autres projets chez un partenaire que je ne connais pas. On n'est pas du tout dans ce modèle-là. On a co-construit en quelques semaines le stack qu'on utilise encore aujourd'hui. Enfin, encore aujourd'hui, ce n'est pas si vieux, hein, c'était il y a 1 an et demi, mais on l'a juste scalé tel qu'il avait été prévu qu'on puisse le scaler au début. On n'utilise pas 100% serverless, on est un petit peu hybride, nous. Mais pour l'instant, la promesse a été 100% tenue. On est très content à la fois de ce partenariat et aussi la WS par la suite parce qu'on a appris à travailler ensemble après. En effet, c'est super intéressant. Je pense que vraiment, ça ne doit pas tomber dans l'oreille d'un sourd quand les partenaires, il ne faut pas les voir comme des gens qui vous font décélérer. Au contraire, ils peuvent vous permettre d'accélérer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut financer en fait, ces missions, on peut vous aider. Donc, je pense qu'il faut garder ça en tête. Mais revenons sur un sujet, vu que je suis consciente du temps, qui est tellement critique pour tous, tout à chacun, le recrutement. Il faut qu'on en parle. Hein. Il y a pas mal de choses dans le recrutement. Alors, il y a pas mal de sujets, de dilemmes pour les CTO. On parle de recruter junior versus senior. Recruter trop tôt, recruter trop tard, qui recruter, compétences versus culture. Peut-être vous avez justement scalé des équipes. Toi, Harry, justement, vous êtes passé de 4 à 19, voire 20 personnes dans l'équipe tech depuis les débuts. Toi, de ton côté, David, vous êtes passé de 5 à 26 personnes ces dernières années. Peut-être toi, Harry, justement, ce scale, comment tu l'as vécu si tu as des conseils aujourd'hui pour peut-être des CTO qui sont là, ou bien des futurs CTO, qu'est-ce qu'il y a à retenir sur ces sujets-là, selon toi? Il y a un truc, juste pour revenir avant sur ce que David a dit, c'est que c'est hyper important de connaître à quel niveau vous êtes dans votre startup. Donc, l'histoire d'une startup qui a 0 année versus entre 0 et 2 ans, ou entre 2 ans et 5 ans n'est pas la même. Donc, ça va aussi bien de la stack, ça va aussi bien du recrutement. Donc, dans le recrutement, le dilemme, par exemple, que moi j'ai eu, c'était les premiers recrutements. Les premières personnes, parce que j'ai pris tellement de raccourcis que c'est difficile d'ouvrir le capot et d'intégrer une deuxième personne, puisque j'ai codé pendant 1 an, on était un front, un back. Donc lorsque le deuxième back, il est arrivé, ça a pris du temps, c'était horrible. Je vais raconter l'anecdote parce qu'il est dans la salle. Sa première semaine d'onboarding, on passait en télé. Passage en télé, donc je fais le premier jour d'onboarding, deuxième jour, je lui dis « Ah, on passe en télé cette semaine, il faut qu'on remette tout d'équerre. Tiens, voilà tes accès GitHub, voilà tes accès, la machine elle est en prod, le code, cette partie du code n'est pas versionné, débrouille-toi, on passe en télé demain, vas-y, gère. » Et en fait, il a très bien géré, très bien, parce que le code, il est fait de telle manière, c'est ce premier profil déjà qui est hyper important, c'est quelqu'un qui peut retrousser ses manches, qui a un état d'esprit d'entrepreneur, qui peut entrer dans le cambouis. Pareil sur la plupart des différents services. Donc la première grosse question, c'est ne pas recruter trop tard aussi, parce qu'on va accumuler et on va avoir aussi le sentiment de se dire j'ai peur de ce que la personne va voir. La personne va venir, elle va se foutre de mon code, désolé, il va me dire j'ai codé avec mes pieds, j'ai ceci, mais il faut ouvrir le capot, il ne faut pas avoir honte. À ce moment temporel, vous avez fait des choix, vous avez pris des raccourcis. Et l'élément, par contre, le KPI que moi je regarde, c'est est-ce que les développeurs que je vais avoir, ils vont ouvrir le capot, ils vont regarder, ils vont crier, ils vont fuir. Jusqu'à présent, il n'y a aucun qui a fui. Donc, ils sont tous restés, la majorité, parce qu'ils ouvrent le capot, ils comprennent et c'est remplaçable, c'est évolutif. Donc, il y a le premier gros point, c'est ne pas recruter trop tard et ne pas recruter aussi trop tôt, parce qu'on se dit, on a une roadmap qui est énorme. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va recruter 6 personnes et ça va aller beaucoup plus vite. On va plutôt déclencher d'autres discussions, d'autres problèmes. On va en reparler. Pour toi, David, comment ça s'est passé? J'allais rebondir sur ce que tu disais sur les différentes phases de la start-up ou d'une boîte en règle générale. L'erreur à ne pas faire, je pense, je reviens à ce que tu disais, c'est de ne pas embaucher les gens dont vous pensez avoir besoin dans 4 ans ou dans 5 ans. Parce que, désolé de vous le dire, mais dans une start-up, vous n'en avez pas la moindre idée des gens dont vous allez avoir besoin dans 4 ou 5 ans, dans les grandes lignes. Quels sont les skills, quels sont les profils de management ou pas de management, etc. Donc, c'est très compliqué de faire des plans comme cela, et surtout, en le faisant, de ne pas être déceptif pour les candidats en question.
Donc il y a une histoire à raconter, il faut qu'elle soit intéressante, mais il faut aussi qu'elle soit intéressante des deux côtés, quoi. Quand on recrute, c'est nous qui choisissons un candidat, mais c'est un candidat aussi qui choisit une entreprise. Et l'entreprise, il y en a plein parmi lesquels choisir. Donc pas survendre le projet. Survendre le projet, oui, mais pas survendre la réalité de ce que la personne va trouver. Ce que tu disais, du code qui n'est pas forcément state of the art quand on arrive et c'est juste normal. Il y a un truc que tu as dit, Harry, quand on a préparé, parce qu'on a préparé un petit peu quand même, on a préparé ça. Il y a un truc que tu as dit, il y a des gens qui veulent faire bien, et des gens qui veulent faire vite. C'est très compliqué d'arriver à trouver quelqu'un qui soit un peu dans l'équilibre de ça ou qui soit capable de faire vite quand il faut et de revenir dessus et de faire bien après. Il y a vraiment besoin de ça. Et moi, le dernier point que je rajouterais sur cette espèce de triptyque là, des critères de recrutement, c'est dans une startup, il y a beaucoup d'incertitudes. Moi, c'est pas la première que je fais. J'adore ça. C'est un peu comme ça que je m'éclate professionnellement. Mais il y a beaucoup d'incertitudes et il y a des gens, et c'est pas un problème et c'est pas grave, il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça. La nature a horreur du vide. Ouais, la nature. Il paraît. Il y a des gens qui, ouais, ça marche pas. Il y a des gens qui vont avoir la tendance à plutôt avoir peur d'un vide dans une organisation, par exemple. Et il y a des gens qui vont dire pas de problème, je m'en occupe. Et alors ça, c'est très difficile de spotter les bonnes personnes qui vont avoir ce mindset-là, mais trouver les personnes qui vont ne pas avoir peur du vide, mais s'en emparer et créer une position, créer un job, s'occuper d'un truc dont personne ne s'occupe, bah c'est ce qui fait que vous passez d'une équipe où on fait rien du tout à une équipe où on arrive à structurer quelque chose. Et je voulais rebondir sur ça parce que j'ai bien aimé l'analogie. Faut aussi se rappeler que la tech, et je remets encore une phrase que je répète énormément, c'est que on est des startups, la tech est au service du business. Donc faut pousser de la tech pour avancer. Ça veut dire que si vous avez des personnes qui vont engendrer des discussions, qui vont beaucoup vous faire des roadmaps, qui vont discuter, vous allez passer des heures philosophiques et à la fin de la journée, il n'y a rien qui est done, c'est pas bien. Vous êtes des startups, faut aller en production, faut dépiler, faut y aller. Donc, faut choisir les bons profils. Donc, il y a le bien, vite. Donc, si moi, le conseil que je donne au CTO, c'est en fait le rôle de CTO, c'est trouver son rythme. Trouver votre rythme, c'est-à-dire, vous pouvez avoir une startup au début, vous allez vite. C'est comme un battement cardiaque. Donc, c'est ça. C'est vite, bien, bien. Et après, vous allez avoir une autre phase de votre entreprise. Vous allez aller vite, bien. Et en fait, le rôle du CTO, c'est trouver le battement, le rythme que vous voulez donner à votre entreprise. Si vous faites du bien, vous devenez un gros groupe. Vous n'allez plus aller en production. Vous allez passer votre temps à tout bien faire. 3 mois, rien ne va en production. Dans mon monde, 2 semaines, c'est énorme. 2 semaines, même en 1 semaine, quand je vois rien en production, je suis en panique totale. Je me dis, on fait pas suffisamment vite. Et le deuxième critère aussi, si on ne casse pas la production, on va pas suffisamment vite également. Je me dis, on n'a pas pris de risque. Il faut prendre des risques, il faut prendre des raccourcis, il faut y aller quand il y a des incidents. Mais par contre, l'incident doit être mesuré. Il faut qu'il soit responsable. C'est pour cela que dans le recrutement, l'un des critères aussi, c'est non pas que des gens qui réfléchissent, qui peuvent aller vite, bien, mais aussi des personnes qui peuvent prendre des raccourcis mesurés. Je prends ce raccourci, mais je sais pourquoi je l'ai pris. Et je sais également si ce risque il arrive, voilà comment est-ce qu'on peut le pallier, voilà ce qu'on pourra faire. J'ai le plan B, le plan C. Ok, c'est bon, on peut y aller et on est prêt. Et justement, dans le recrutement, c'est possible, comme tout, de se tromper. Et il y a cette phrase souvent qu'on peut entendre dans le domaine du recrutement, c'est hire slow, fire fast. Ça, c'est un vrai sujet et c'est difficile parfois d'admettre peut-être qu'on s'est trompé. Est-ce que vous avez un peu une thumb rule ou quelque chose que vous avez remarqué après ces diverses années de recrutement à différents moments, évidemment, de vie, qui, disons, seraient des conseils, des choses que vous faisiez avant, que vous ne faites plus aujourd'hui pour moins vous tromper, justement? Je pense qu'il y a... ça rejoint ce qu'on disait il y a 2 minutes, mais c'est spotter un peu les gens qui sont que dans la théorie. Qui peuvent être de très bons théoriciens par ailleurs, mais qui vont rien délivrer d'une part, et qui vont avoir tendance à montrer du doigt des choses qui marchent pas. Et alors dans une start-up, c'est normal, on est là pour ça en fait. On construit cet écosystème-là. Donc quelqu'un qui montre un truc du doigt en disant ça marche pas, mais qui s'en empare pas pour le fixer, c'est pas la personne dont vous avez besoin dans une équipe, en tout cas dans une équipe tech, dans une start-up. Et je pense dans une start-up tout court. Donc, il y a essayer de spotter un peu, mettre les gens dans situation, dans un entretien de recrutement en disant t'arrives, c'est comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Essayer de faire des études de cas très simples pour voir les gens qui vont rester un peu sur leur réserve théoricienne et les autres qui disent ok, je me retrousse les manches et on y va, quoi. Et justement, donc ça c'est important de rester toujours lucide
que ce soit comme tu disais sur le code, montrer ce qu'il y a sous le capot, même quand on a été seul, être capable de rétro-pédaler, si voilà, en termes de culture, parfois en effet, vous le disiez quand on a préparé, il y a des sujets de culture versus compétences. Vous pouvez recruter des gens très bons, mais qui peut-être au bout d'un moment ne s'adaptent pas peut-être à la culture ou peut-être ne cherchent plus ça. Et du coup, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes passé, comme on l'a dit, pour le coup, 5 à 26 personnes d'un côté, 4 à 18 de l'autre. Peut-être pour terminer aussi, comment vous facilitez, est-ce qu'il y a des choses en termes d'onboarding ou même de code, de documentation? Est-ce que c'est un sujet pour vous, en fait, finalement, ces sujets-là? Alors l'onboarding, oui, c'est très important. Nous, on n'a pas, j'ai pas la prétention d'avoir craqué le système de l'onboarding, mais je pense que chez With The New, on fait les choses plutôt bien. Ça passe nécessairement par le fait que toutes les personnes qui rejoignent l'équipe tech, par exemple, vont aller passer un peu de temps à la logistique pour comprendre le métier, avec les commerciaux, avec toutes les autres équipes de l'entreprise, d'une part. Ça, c'est pour le côté un peu culture et comprendre comment fonctionne la boîte. Et après, d'un point de vue technique, on a, un peu comme tu disais, Harry, nous, on a la chance à ce stade de l'histoire de la boîte d'avoir très peu de dettes techniques, d'avoir un code qui est ultra lisible. Donc, on n'a pas une grosse doc qui serait obsolète dès le premier commit qui suit, quoi. On a du code qui est très lisible en revanche. Donc, on a tendance à mettre les gens, à leur mettre le pied à l'étrier très vite. Tu disais, tu as Firefast, ça peut arriver, en effet. Une fois qu'on met le pied à l'étrier, si la personne, pour X raison, ne fait pas l'affaire, l'erreur, ça serait de la garder, malheureusement, parfois. Et c'est très dur, hein, je dis ça, c'est super facile de dire ça devant vous, mais c'est pas la partie la plus fun du job, évidemment. Mais au final, ce qu'on construit, au-delà de construire la tech d'Alma et de With The New, je pense, c'est on construit une équipe qui permet d'arriver à ça. Et l'équipe, c'est la somme des gens qui est dedans. Et s'il y a un élément qui n'est pas bon pour X raisons et qui rayonne de manière négative autour de lui, c'est une catastrophe. Et ça, moi, j'ai embauché plein de gens dans ma carrière jusqu'à maintenant. Ça peut arriver de se tromper et il faut réagir, quoi. C'est vraiment important. Et peut-être pour conclure, toi, tu avais rajouté, je crois, une étape dans ton processus de recrutement quand tu t'es rendu compte au fur et à mesure, peut-être que ça tombait à côté ou peut-être que tu pouvais préciser ça au fur et à mesure pour trouver les bonnes personnes. Oui, en fait, on est pareil, on est en train de toujours définir le processus de recrutement, d'onboarding, c'est progressif. On a réfléchi, on a essayé des processus courts, des processus longs, et finalement, le modèle sur lequel on s'arrête, c'est en fait un use case où on prend un cas pratique d'un projet que la personne va faire. Donc, c'est comme si la personne va commencer le lendemain, elle va commencer le lundi. On crée le use case et un use case qui nous est arrivé. C'est-à-dire que pendant le processus de recrutement, on demande à la personne comment tu l'aurais fait. Fais-nous une roadmap, quelle techno tu auras choisi. L'étape d'après, il présente, il va nous dire par exemple, il me faut 2 mois, il me faut 5 mois. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la solution tech que tu me présentes, c'est que je vais te dire, OK, avec ces contraintes, maintenant que tu as compris le problème, les 5 mois, tu n'as que 1 mois. Qu'est-ce que tu changes? Et en fait, je regarde comment la personne s'adapte, parce que c'est ça notre réalité, c'est qu'on n'a pas le luxe d'avoir tout ce confort temporel dans les 1 mois, et la personne montre, elle change en fait son fusil d'épaule. Et ce qui se passe à la fin de ce processus d'onboarding, c'est qu'on présente également ce que nous on a fait. On partage notre écran, on lui dit voilà comment nous on a géré, parce que c'était une réalité chez nous, on l'a traité comme ça, et voilà comment on aimerait, voilà jusqu'où on est arrivé, on n'a pas fait faire mieux. Donc si tu nous rejoins, on s'attend à ce que tu prennes cette barre, elle est là, tu la mettes un peu plus haut. Donc, participe et ne t'attends pas à ce que tu vas arriver au state of the art. C'est là, nous, on est déjà arrivé là. Voilà notre logique. Comprends notre mindset. Si tu nous rejoins dans l'aventure, typiquement, c'est ce type de projet que tu auras. Maintenant, on s'attend à ce que tu nous amènes beaucoup plus loin, avec beaucoup plus d'énergie et de bonnes pratiques. Franchement, merci beaucoup. Si je devais un peu résumer tout ça. Ne pas trop recruter, ne pas recruter trop tôt, ne pas recruter trop tard, ne pas trop recruter. Ne pas recruter trop pour compenser non plus. Les juniors, on n'en a pas parlé malheureusement, mais ça peut être tout aussi intéressant un junior qui est arrivé dès le début que peut-être un profil plus senior qui a moins la vision, moins l'envie, moins la motivation. Externaliser, ce n'est pas un si grand risque finalement. Il y a pas mal de quick wins à aller chercher, que ce soit en termes de time to market, time to delivery, en fait de conformité, même de sécurité. Les partenaires ont vraiment un rôle à jouer là-dessus. Et surtout, essayer d'assumer qu'on peut se tromper et l'assumer. J'espère que cette session vous a plu. N'hésitez pas à la revoir en ligne. Merci encore Harry. Merci encore David. Et si vous êtes fan de sneakers illimités, n'hésitez pas. Si vous avez des chiens et chats, n'hésitez pas. Merci à tous. Merci beaucoup.